Ce matin, nous vous l'avons dit, nous marquerons d'abord un premier arrêt pour comprendre pourquoi une bonne partie de la population est en train de faire des réserves, pourquoi cette partie s'approvisionne tant. Est-ce que cela laisse cacher une espèce de psychose? Mais avant tout cela, je vais d'abord vous donner ce reportage de Laurent Patrick Ambara qui revient sur ces 4 individus qui ont été interpellés par les éléments de la délégation générale à la sûreté nationale en détention pratiquement d'un matériel de falsification de procès-verbaux concernant la dernière élection présidentielle au Cameroun. Nous écoutons. 4 individus au dénominateur commun, établissement des fausses listes électorales, en vue de fabriquer des faux procès-verbaux d'Elections Cameroun. Le motif est clair, la publication tronquée des résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier. Les manifestations de certains individus le 21 octobre est l'élément déclencheur. Nous sommes descendus sur le lieu. Nous avons interpellé le meneur à la personne de Ousmane, qui est donc le coordonnateur départemental du FESNC. L'exploitation de son téléphone portable nous a permis de constater qu'il y avait un numéro de téléphone qui était identifié au nom de Abou Secrétariat. Ce numéro nous a intéressés. Lorsque nous sommes donc entrés dans le fichier WhatsApp de ce numéro de téléphone, nous avons constaté qu'il y avait des listes que monsieur le coordinateur départemental du FNC a envoyé à ce secrétariat. Nous avons donc continué les recherches. Nous avons localisé le secrétariat au niveau de l'école de police. Et nous avons procédé aux saisies des ordinateurs. Nous avons saisi 2 ordinateurs et un laptop. Matériel saisi, les éléments de la délégation générale à la sûreté nationale passent à l'exploitation. Départemental du FNC. Alors, c'est lui qui reçoit donc les listes. Vous voyez, il a donc les listes authentiques de l'ECAM. Il les reçoit dans son téléphone. Lorsque nous sommes entrés dans ces machines, nous avons trouvé effectivement des listes de l'ECAM. Mais la découverte que nous avons eu à faire était que le monsieur envoyait les listes authentiques de l'ECAM, mais il faisait le montage pour avoir des fausses listes. Et c'est à partir de ces listes-là, bien entendu, qu'ils faisaient leurs procès-verbaux. Donc vous comprenez donc qu'une fois que les listes sont faussées à la base, par voie de conséquence, les procès-verbaux qu'ils publient à base de ces fausses listes sont également fausses. Une autre exploitation permet l'interpellation de 2 autres faussaires. Le délégué départemental du FNC a été interpellé avec une arme. Et la perquisition à son domicile a permis de saisir encore des fausses listes de l'ECAM. Pour tout Yaoundé. Donc Yaoundé 1er, Yaoundé 2e, jusqu'à Yaoundé 7e. Et également, nous avons également, Safou Yakor nous a permis de saisir la somme de 3 826 000 francs. Le détail est très important parce que le renseignement disait que les assaillants, ceux qui faisaient les manifestations, recevaient la somme de 5 000 francs chacun. Quand vous allez voir le biaitage de cet argent, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de 80 billets de 5 000 francs. Et c'est cet argent qu'ils devaient donc utiliser pour remettre aux manifestants ce jour. Fait étonnant, est-elle un cheveu dans la soupe? Un des membres de ce réseau affirme ne pas appartenir au FSNC. Je tiens à préciser que je ne suis pas membre du FSNC, je suis militant du MSC. Mais étant donné que mon candidat a été éliminé, j'avais déjà quand même quelques connaissances dans le développement des élections. Et en ce sens-là que j'ai pensé soutenir le FSNC dans ce processus électoral. L'opération coup de poing des hommes de Martin Barganguélé ayant permis le démantèlement de ces présumés falsificateurs des procès-verbaux de l'ECAM vient conforter les déclarations du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui en date du 26 septembre 2025, au cours d'une conférence de presse, attirait déjà l'attention de la communauté nationale et internationale sur la mise en place d'un tel réseau.
Bon retour sur ce plateau. Je commence par Abel Elimilobé. Abel Elimilobé, nous avons suivi ce reportage, mais nous avons également notre sujet inscrit à l'ordre du jour. Le premier sujet inscrit à l'ordre du jour qui porte donc sur cette espèce de psychose constatée sur le terrain où ils sont nombreux, ces Camerounais et Camerounaises qui s'approvisionnent de manière importante. Quel est le regard que vous posez sur cette attitude? Est-ce que ça cache une espèce de psychose avant la proclamation des résultats de l'élection présidentielle au Cameroun? Oui. Nous sommes parvenus dans notre pays à faire en sorte que l'élection soit considérée comme un moment à haut risque, ce qu'elle n'aurait jamais dû être. Nous sommes parvenus à faire en sorte que le moment de l'élection soit un moment dangereux. On n'est plus libre d'avoir son point de vue. Si son point de vue ne va pas avec celui de X ou de Y, on peut être brocardé. On peut même être menacé. Des entreprises criminelles se sont vues apparaître. Moi-même, j'ai eu la visite déjà dans mon bureau. Tout à fait. Il y a encore quelques temps. Parce que j'ai une position par rapport à une personne qui, évidemment, a été condamnée par la justice camerounaise. Donc, nous sommes entrés dans un moment dans la vie politique camerounaise, un moment d'intolérance. Mais pas seulement. Cette élection nous a montré que les gens sont arrivés à un stade où quelqu'un fait un meeting à Yaoundé avec 2000 personnes, ou 3000 personnes, ou 4000 personnes. Mais le meeting que je vois à Douala, à 250 000 personnes, 300 000 personnes, parce qu'on manipule par intelligence artificielle, on manipule les foules. Donc, des gens qui se veulent dépositer de valeurs morales pour justifier leur quête du remplacement de l'ordre unique que nous combattons, sont devenus eux-mêmes des malfaiteurs que nous n'imaginions pas. Moi, je n'imaginais pas. Ce que je sais, c'est que le meeting de John Fundi que j'ai vu en 90 ou en 92, à Yaoundé ici et ailleurs, j'ai vu 40 000, 50 000 personnes. Oui. Mais aujourd'hui, tu vois un meeting de 2000 personnes à Douala. Je vous rappelle que le département du Vouri, a 900 000, c'est-à-dire la ville de Douala, 900 000 inscrits. 985 940 inscrits. Tu fais un meeting de 2000 ou de 3000 personnes à Douala. Tu n'as même pas 1%. Divisé, mettons même 10 000 personnes. Mettez 10 000 divisé par 985 940 multiplié par 100 pour voir le poids, la part des gens qui sont venus dans votre meeting par rapport à la quantité d'électeurs. Et si tous ceux qui sont venus dans votre meeting là, de 10 000 personnes, vous élisent, ça peut vous donner combien dans la masse d'électeurs? Mais quand tu as donc fait ce meeting, puis tu envoies ça à quelqu'un qui est à Yaoundé, à Bertois, à l'Est, en mentant, en utilisant la technologie pour produire une foule qui n'existe pas. À la fin, toi qui es en train de mentir, toi-même tu commences à croire que la réalité c'est ce que moi j'ai vu à Yaoundé.
Un mensonge que tu m'as fait voir. C'est-à-dire, nous sommes entrés dans une phase de délitement moral où je mens, mais c'est moi-même qui crois à mon mensonge. Je commence à croire que les images fausses que j'ai envoyées à Bertois, à l'étranger, partout, me prédisposent à gagner une élection. Puis, j'oublie ce que la Bible a dit. Et vous chuterez par là. Poursuivons les choses qui favorisent la paix et qui sont constructives les uns pour les autres. Pourquoi moi, candidat, 3 heures après la clôture du scrutin, je ne suis qu'un candidat? 3 heures, 4 heures après la clôture du scrutin, le même 12 octobre, j'annonce que Cabral Libye a perdu. Moi, je suis un candidat. Je dis que Serge Espoir Matomba a perdu. Je dis que Paul Biya a perdu. Je dis que les autres ont perdu. Alors que je ne suis pas celui qui est qualifié pour dire qui a gagné ou qui a perdu. Je venais de lire tout à l'heure ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Corinthiens. On court au stade, nous tous, mais le prix, c'est un seul qui le remporte. Courons donc de manière à remporter le prix. On va chuter. J'ai gardé à tous ceux qui ont organisé ce désordre, cette indiscipline, ce coup de poignard à la paix. Je leur ai gardé ce morceau choisi où Paul dit aux chrétiens, en parlant à son fils spirituel Tite, dans 1 Tite chapitre 10, il y a beaucoup d'indisciplinés, de vains discoureurs, des gens qui abusent l'intelligence, c'est-à-dire des gens qui nous trompent, qui nous mentent, qui manipulent avec l'intelligence artificielle, comme vous venez de voir dans ce reportage. Toi, Aïssi, tu es né ici, tu as grandi ici, tu savais que les gens peuvent fabriquer les procès-verbaux. Pas du tout. Je n'ai jamais eu cette idée. Et Paul dit, il faut leur fermer la bouche. Paul parlait à ceux qui fabriquent les procès-verbaux. Car il continue à bouleverser des maisonnées entières. La psychose, Très bien. la peur, donner l'impression que il va se passer quelque chose qui est de l'ordre de l'Apocalypse. Et Paul termine en disant, il bouleverse des maisonnées entières en faisant quoi ici? En enseignant pour un gain malhonnête des choses qu'il ne faut pas enseigner. C'est compris, Il les ne faut mieux. pas enseigner que chacun est libre de dire qu'il a perdu l'élection. C'est compris. Nous allons partir rapidement du côté des États-Unis où s'impatiente Chief Professeur Mila Assoute. Mila Assoute, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour au peuple du Cameroun, au grand peuple du Cameroun. Bonjour aux candidats, à tous les candidats de la dernière élection présidentielle. Bonjour à leurs différents partisans. Professeur Mila Assoute, vous êtes justement un homme politique. Ce matin, nous parlons naturellement de l'élection présidentielle. Le premier volet de ce programme nous amène à parler de ce que certains qualifient de psychose en ce moment au Cameroun. Ils sont nombreux qui s'approvisionnent. Est-ce qu'il faut en conclure que bon nombre de Camerounais craignent le pire? C'est dommage qu'il y ait un tel niveau de psychose. Mais je voudrais dire aux Camerounais, à mes compatriotes, que ce soit ceux qui sont à l'intérieur du pays ou ceux qui s'activent spécialement dans la diaspora, Machiavel nous enseigne ceci, que ce n'est pas
le problème que vous avez qui est votre problème. C'est la manière dont vous regardez le problème qui est votre problème. Ce n'est pas le problème que vous avez qui est votre problème. C'est la manière dont vous regardez le problème qui est votre problème. Les Camerounais n'ont pas assez fait peur chez eux après une élection présidentielle alors qu'ils sont allés poser chacun son acte citoyen de côté. Ils n'ont aucune raison de se faire peur. Et ceux qui leur font peur n'ont aucune raison de faire peur à leurs compatriotes dans leur pays. Parce que lorsque vous n'avez pas encore été en exil comme moi pendant 20 ans, vous ne savez pas mesurer ce que c'est qu'avoir un pays. Et lorsque vous ne regardez pas autour de vous pour voir comment les pays ont été détruits autour du fauteuil présidentiel, vous ne savez pas ce que veut dire le mot guerre. Donc, cette psychose à laquelle vous faites allusion, elle sous-entend qu'il y a des gens qui prépareraient des conditions de chaos dans notre pays, dans leur propre pays, pour devenir des sans-domicile fixe dans d'autres pays parce qu'ils n'ont plus de pays. Je souhaite que mes compatriotes se ressaisissent, qu'il y ait de la retenue. D'abord, au niveau de la responsabilité politique de tout ça. Les candidats qui ont librement choisi de se présenter à l'élection présidentielle, qui ont soumis un dossier de candidature, qui ont signé des actes légalisés, reconnaissant qu'ils vont respecter la Constitution et respecter le code électoral. Bien sûr, ces candidats ont été les privilégiés. Ceux à qui les CAM et le Conseil constitutionnel ont accordé le privilège de s'occuper des suffrages de la population. Il y en a d'autres qui ont été rejetés. Moi-même, j'ai été rejeté 2 fois, sans fondement politique, selon moi. Et je n'ai pas appelé les Camerounais dans la rue. Ceux qui ont le privilège de compétir, de solliciter des suffrages, et qui connaissent les règles qui vont justement gouverner l'élection en fonction, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils pensent que les textes qui gouvernent l'élection ne sont pas bons. Dans ces conditions, pourquoi y aller? Il faut choisir. Si on veut le pouvoir dans la rue, ou si on veut le pouvoir dans les urnes. Et si on veut le pouvoir dans la rue, qu'est-ce qu'on va chercher dans les urnes? On n'a même pas envie d'y aller. Donc, j'appelle les hommes politiques qui ont déposé leur candidature à la responsabilité et à la cohérence. Il ne faut pas entraîner les enfants des Camerounais dans la rue, aller se battre avec les militaires, avec les petits, pour qu'on cherche le pouvoir dans la rue et qu'on veut le donner dans son cœur. Voilà pourquoi je pense que la société doit mourir immédiatement, que chacun se lève après les résultats et dans ses occupations. S'il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir par la force, ils connaissent les mécanismes. Ils n'ont pas à entraîner dans la rue des citoyens qui ne demandent qu'à vivre et à qui ils ont promis le bien-être. Ils ont promis le bien-être pendant la campagne. Et à la fin de la campagne, ils viennent leur promettre la mort. Le changement, ce n'est pas la mort. Le changement, c'est la vie. Le changement, c'est le bien-être. Le changement, ce n'est pas la guerre. Et s'il y a des révolutionnaires, parce qu'il peut en avoir dans chaque pays, s'il y a des révolutionnaires, je pense que, comme Martin Luther King, c'est dans la rue que la révolution va se faire. Mais alors, qu'ils sortent avec leurs enfants, qu'ils se mettent devant, et que les foules les voient marcher. Peut-être qu'à ce moment-là, les foules vont les suivre. Donc, je dis à mes compatriotes de ne pas porter une oreille attentive à ce genre de sirène. Vous allez chuter, professeur Milachouté. Pardon? Vous allez chuter, professeur. Oui, parfait. Je dis à mes compatriotes qui sont dans la diaspora, regardez ce qui s'est passé en Libye. Regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe en RDC. Regardez ce que le Rwanda a connu. Regardez tout ça.
Ne laissez pas des marionnettes de la géopolitique, des gens qu'on manipule de l'extérieur, détruire votre pays. Nous avons les mêmes souffrances, nous qui vivons à l'étranger. Mais ces souffrances ne doivent en aucun cas, il faut les transcender, elles ne doivent en aucun cas vous pousser à l'excès pour engager notre pays dans la guerre. Voilà comment je chute. Merci, professeur Mila Souté. J'insiste que vous êtes partie intégrante de ce grand débat dominical. Nous reviendrons à vous tout à l'heure pour une autre prise de position. Professeur Mathias Eric Ouanangini, on a suivi le professeur Mila Souté qui a donné son explication. Moi, je voudrais également avoir la vôtre. Pourquoi une telle psychose? Cette psychose peut-elle être justifiée? Merci de me donner la parole. Pourquoi y a-t-il une psychose? C'est parce qu'il y a des acteurs et des groupes qui en fait font du double jeu. Apparemment, ils se sont inscrits dans le jeu institutionnel et républicain qui consiste à entrer dans la compétition qu'est l'élection présidentielle et qui prend part à cette compétition après que sa candidature ait été validée par l'Elections Cameroun, puis homologuée définitivement par le Conseil constitutionnel, doit respecter de part en part les règles du jeu. Voilà pourquoi les candidats ont pris l'engagement de respecter la Constitution, de respecter le code électoral. Ils ont signé ce qu'on appelle un code de conduite. Simplement, il y en a qui, quand ça les arrange, acceptent les règles du jeu qui sont contrôlées par l'Elections Cameroun, puis surtout par le Conseil constitutionnel, et quand ça ne les arrange plus, les récusent. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a des candidats qui ont bel et bien accepté que Elections Cameroun, puis le Conseil constitutionnel puissent en faire des candidats, pouvant donc participer à l'élection présidentielle, mais qui maintenant accusent Elections Cameroun et le Conseil constitutionnel de partialité. Elections Cameroun et le Conseil constitutionnel n'étaient pas partiaux quand il fallait les désigner. Or, ils ont, comme l'a dit M. Mila Souté, eu le privilège d'être autorisés à participer à ce processus, alors qu'il y a des gens qui auraient bien voulu, et des gens très importants, comme le professeur Maurice Kamto, qui auraient bien voulu participer au processus, qui n'ont pas été qualifiés. Et ce sont ces mêmes gens qui, une fois que la dynamique de l'élection ne leur est pas favorable, commencent à en récuser le jeu et pensent qu'ils sont en mesure de prendre le pouvoir par des manœuvres illégales. Ça veut dire qu'ils remettent en cause les institutions. Et tous nos concitoyens, tous nos compatriotes doivent comprendre que les collectivités, les sociétés sont organisées. Il n'y a pas de société qui puisse être stable et durablement stable si on ne respecte pas des règles collectives qu'on appelle des institutions. Ce sont les institutions qui sont la base de stabilité des sociétés. Donc, ceux qui appellent les Camerounais à rentrer dans des manœuvres insurrectionnelles prennent des responsabilités qu'ils auront à supporter. Ça, c'est la première chose. Ensuite, à partir du moment où on ne respecte pas les institutions, on ouvre les portes du chaos. Et ce chaos qu'ils appellent, on les a vus dans d'autres circonstances ouvrir les portes du chaos. On en est où aujourd'hui? Oui, vous parlez des portes du chaos et vous insistez sur le respect des institutions, professeur. Nous sommes d'accord. Entre-temps, quand même, est-ce que les institutions n'ont pas également le droit, j'ai failli dire l'obligation, de donner des signes d'objectivité? Oui, les institutions donnent des signes d'objectivité. Le problème n'est pas là-bas. Le problème est dans le caractère extrêmement passionnel de la situation. La plupart des gens qui s'expriment sur cette situation sont tout sauf lucides. Ah bon?
Mais ça se voit. Mais ils ne sont pas tous des consommateurs, par exemple, d'alcool. Moi, je ne sais pas s'ils sont des consommateurs d'alcool ou d'autres choses. Mais quand vous voyez des gens qui sont capables d'accorder du crédit à des gens qui vous disent qu'il y a eu à peu près 4,5 millions d'inscrits, ça repose sur quelles données? Est-ce que ce sont les données que l'organisateur principal du processus... L'organisateur parle d'environ 8 millions. 8 millions. Comment se fait-il que vous puissiez accorder du crédit à ces gens à partir du moment où ils vous présentent des soi-disant données en disant qu'il y a eu 4,5 millions d'inscrits? Et vous considérez que vous pouvez accorder du crédit à de telles personnes. Vous voyez donc qu'il s'agit de semer la confusion. Il s'agit de semer la confusion. Et ces mêmes gens qui disent qu'ils ont gagné. Mais une élection, c'est un processus institutionnel. Dans une élection, si vous dites que vous avez gagné, il faut avoir ce qu'on appelle les moyens de prouver que vous avez gagné. Et dans une élection, ces moyens renvoient à des documents qu'on appelle des procès-verbaux. Voilà pourquoi le code électoral, et les gens pensent que ce sont des dispositions qui sont inutiles, admet que à la base, dans les commissions locales de vote, dans les bureaux de vote à la base, qu'il y ait des représentants des partis. Et ici, M. Limbilobe, qui ne partage pourtant pas la perspective du système, a toujours insisté sur l'importance des groupes d'opposition qui concurrencent le pouvoir de disposer de la plus grande masse de représentants dans les partis. Parce qu'une élection, c'est une compétition. Et dans une compétition, il y a toujours un rapport de force. Très bien. Ces représentants, vous allez terminer. Ils vous servent donc à avoir les moyens qui vont donner du crédit à vos prétentions de victoire. Si vous n'avez pas ces moyens, vous ne pouvez pas rentrer efficacement dans une partie du processus électoral qu'on appelle le contentieux électoral. Voilà pourquoi ceux qui disent qu'ils ont pourtant eu une victoire, en guillemets, écrasante, ont fui le contentieux. Parce qu'ils n'ont pas les preuves. Or, je répète, un processus électoral est un processus institutionnel. Ça veut dire que pour faire valoir ses prétentions, il faut s'appuyer sur des documents de validation. Et ce sont ces documents qui, à travers tout le processus, depuis les bureaux de vote jusqu'aux commissions départementales de supervision, et puis la commission nationale de recensement des votes, et puis l'arrêt général du Conseil constitutionnel proclamant les résultats officiels de l'élection présidentielle qui font foi.